Pour les géographes d'autrefois, les choses paraissaient simples. Il y avait des continents, des pays, des territoires séparés par des frontières bien tracées, tout était en ordre. La mondialisation contemporaine a tout chamboulé. Déplacements, connexions, réseaux, tout s'enchevêtrait. Comment s'y retrouver? En allant y voir de plus près, dans des lieux d'exception. Totalement singuliers et pourtant ultra connectés, le monde entier s'y reconnaît. Ces lieux pas comme les autres, spectaculaires et fragiles à la fois, je les appelle des hyperlieux. L'avenue des Champs-Élysées à Paris. Les champs, comme on dit. Tout le monde connaît ces Champs-Élysées-là, le lieu des célébrations populaires nationales, sportives ou historiques. Mais on connaît moins ceci. Sur un plan, les Champs, c'est une avenue de 2 km de long et 70 mètres de large qui va de la Concorde à la place de l'Étoile. Ce décor spectaculaire aux proportions démesurées ne serait qu'un axe urbain rectiligne plutôt banal, sans les milliers d'acteurs qui chaque jour l'animent et le font vivre. La foule qui s'y presse et le balai incessant des voitures qui le traversent donnent au lieu sa grandeur et son importance. Sans ce flux, les champs ne sont qu'une coquille vide. Avec, il devient un espace d'expérience urbaine partagée, à la fois personnelle et sociale, où l'on rencontre le monde. Autrefois, les voyageurs partageaient leurs découvertes avec ceux qui restaient tranquillement chez eux. Puis est venu le temps du tourisme de masse et de la carte postale, du Super 8 et du Polaroid. La preuve par l'image des aventures touristiques de chacun. L'exception d'autrefois est devenue la norme, et le plaisir et la fierté d'avoir été le premier explorateur à découvrir un lieu est remplacé par celui du partage d'une expérience collective. Aujourd'hui, chacun peut fabriquer sa carte postale personnalisée, s'approprier le lieu et en faire le décor de sa mise en scène individuelle. C'est le miracle du selfie. Quoi de plus gratifiant que de transformer le lieu de prestige et son grand monument en lieu pour soi? L'hyperlieu y trouve son compte. Les likes vont aussi bien à l'acteur qu'au décor. La popularité planétaire d'un site est proportionnelle au nombre de selfies qui y sont pris. Le selfie, ou comment se rendre maître d'un lieu ou d'un monument alors qu'on y est seulement de passage. On reproche au selfie d'être narcissique. Mais en réalité, cette image de soi par soi-même n'est qu'un des cas de figure. Tout aussi nombreux sont les selfies en couple ou en bande. Un prétexte pour jouer qui n'est pas seulement narcissique, mais est aussi un moyen de communiquer avec les autres, car ces mises en scène ne prennent réellement leur sens que quand elles sont partagées sur les réseaux. Qu'ils viennent de Tokyo ou de Châteauroux, les selfieurs se retrouvent ensemble dans l'espace de l'avenue, physiquement et virtuellement, créant ainsi un véritable réseau de villes globalisées. Avec cet échange d'images sur les réseaux numériques, les hyperlieux comme la place Saint-Marc de Venise, Times Square à New York, le Mall de Dubaï ou les Champs-Élysées donc, existent désormais autant dans le cloud que dans la géographie matérielle. Tous semblables mais tous différents, les hyperlieux ne sont jamais interchangeables car chacun a sa spécificité, sa propre marque de fabrique. Si certains hyperlieux ont été conçus comme tels et ont pris la forme de bulles refermées sur elles-mêmes, d'autres, plus complexes et polyvalents, le sont devenus malgré eux.
c'est le cas des Champs-Élysées. Conçus à l'origine comme axe de circulation, leur histoire a commencé il y a plus de 400 ans, quand l'architecte et paysagiste Lenôtre en a imaginé le tracé pour offrir au roi Louis XIV un trajet direct de son palais des Tuileries à son château de Saint-Germain-en-Laye. L'avenue était alors bordée d'espaces boisés. Sa partie basse fut transformée en jardin au début du XIXe siècle, comme contrepoint à l'Arc de Triomphe, édifié quelques années plus tôt, ce qui avait provoqué l'urbanisation tout autour de la place de l'Étoile. Fermant et surplombant l'avenue, l'Arc l'a transformée. Il en a fait la scène des grands événements historiques, mais aussi un lieu d'expression du mécontentement et de la contestation populaire. L'Arc est l'icône des Champs, qui autrement ne serait qu'une large avenue où passent 60 000 véhicules par jour. Une circulation continue sur 8 voies, où le touriste doit braver le danger et s'aventurer sur ce petit îlot cerné par un flot de voitures, mais dans l'axe de l'Arc. Dans ce lieu qui a été pensé comme un espace monumental, mais qui n'a pas été conçu pour eux, les gens inventent spontanément leur propre espace. Se poser là, aussi improbable que cela paraisse, devient une évidence, un rituel. Chacun dans son univers, dans sa bulle. On reproche aux selfies d'incarner l'individualisme triomphant. Que dire alors de ces automobilistes encapsulés dans la sphère protectrice de la carrosserie? La coexistence d'usages et d'usagers différents est une caractéristique des hyperlieux. Mais ce qui singularise les Champs-Élysées, c'est qu'ici, piétons en goguette et voitures en tout genre coexistent dans un flux continu et un rapport d'échelle quasiment identique. Sur cette avenue de 70 mètres de large, 40 mètres sont réservés aux piétons de part et d'autre de la chaussée. La voiture, véritable cauchemar des villes d'aujourd'hui, représentait pourtant l'avenir dans les années 30, où personne ne se souciait de pollution. Les Champs-Élysées étaient alors un véritable showroom de cette industrie en plein essor, et aussi de cet autre symbole de la modernité, le cinéma. Une dizaine de salles de prestige accueillaient les grandes premières. La plupart ont fermé. Au début du XXe siècle, donc, les Champs-Élysées, avec leurs voitures, leurs cinémas et leurs immeubles de 9 étages, incarnaient pour le reste du monde l'idéal de la ville moderne. Puis ils ont été détrônés par les villes américaines avec leurs gratte-ciel rivalisant de hauteur et leurs skylines en dents de scie, eux-mêmes totalement dépassés aujourd'hui par les mégapoles d'Asie. Par leur architecture vieillotte, les Champs-Élysées témoignent d'un passé révolu. Ici, même les façades les plus modernes semblent avoir pris un coup de vieux. Pour comprendre le présent, il faut aller sous terre, car un lieu, ce n'est pas seulement une surface sur une carte. Il faut le déplier à la verticale, et alors on comprend que les Champs-Élysées ne seraient rien sans tous les réseaux invisibles cachés dans le sous-sol. On découvre une imbrication complexe de réseaux d'énergie, de données, d'eau ou de voyageurs qui irriguent l'avenue et qui déterminent ce qui se passe en surface. Pour les Champs-Élysées, tout a changé en 1977 avec l'ouverture de la station Étoile du RER.
L'avenue, qui était jusque-là essentiellement parisienne, voire élitiste, est devenue accessible aux habitants de la périphérie. Changement d'image, changement d'usage, on se mélange. On y retrouve en modèle réduit la complexité sociale et culturelle du monde entier avec ses frictions et ses énergies. Les lieux sont ce que les gens en font. On peut aussi déplier le lieu à l'horizontale. On réalise alors que l'axe central est l'arbre qui cache la forêt. Son image est tellement forte qu'elle fait oublier que cet axe n'est qu'une partie de l'équation, sa part publique. On tente à oublier les immeubles de bureaux ou d'habitation qui bordent l'avenue, sa part privée. L'avenue semble bien ordonnée, mais de loin seulement. Dès que l'on s'approche, on découvre le bric-à-brac des façades qui reflètent les choix et les moyens de leurs propriétaires. Autrefois, avoir une terrasse comme celle-ci, aménagée par l'architecte Le Corbusier, était le comble du luxe. Mais plus l'avenue est devenue accessible aux touristes, plus elle est devenue invivable pour ses habitants. La plupart sont partis. Il n'en reste que quelques centaines vivant à l'abri dans les cours intérieures, abandonnant les champs aux visiteurs nomades. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'horreur. Ce sont les couloirs d'un immeuble de bureaux sur les Champs-Élysées. Presque tous sont vides. Dans les années 30, avoir un bureau ici était signe de prestige. Aujourd'hui, les bureaux comme les habitants sont partis. Pourtant, le prix du mètre carré sur l'avenue reste 2 à 3 fois plus cher que dans d'autres quartiers parisiens. Car les champs sont un espace de spéculation foncière et immobilière qui attire les capitaux de toutes origines, mais fait fuir les activités les moins rentables. Le commerce de luxe, qui a autrefois fait la réputation de l'avenue, ne va guère mieux. À l'origine, cette somptueuse galerie accueillait un showroom automobile, des boutiques de prestige et au sous-sol, le Lido et ses folies. Sous les verrières qui, elles, n'ont pas changé, le petit commerce d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'hyperlieux sans commerce. C'est leur activité essentielle. Ce sont des espaces emblématiques de la société de consommation et c'est aussi ce qui explique leur succès. Certains, comme les aéroports, les gares et les grandes places urbaines, se sont depuis 30 ans suréquipés de commerce. D'autres, comme les malls, sont même exclusivement consacrés au shopping. Les Champs-Élysées, où cette activité a tout dévoré, sont devenus une galerie commerciale à ciel ouvert, ressemblant par là à ce qu'on voit partout ailleurs. Le commerce est la grande attraction de l'avenue. Mais à l'inverse de l'Arc de Triomphe qui la singularise, le spectacle des vitrines la banalise.
L'espace urbain est marchandisé, aménagé pour satisfaire aux besoins de l'individu consommateur et lui donner la sensation d'être à une place d'exception. Mais ici, tous les consommateurs ne sont pas égaux. À l'entrée des boutiques de luxe, la coupure avec l'espace public est soigneusement mise en scène par des marches et des portes closes. À l'opposé, le seuil des fast-foods et des magasins grand public fait tout pour s'effacer. On est invité à entrer de plein pied, dans une volonté toute marchande de démocratisation. Le summum est de cacher l'entrée et de ne pas avoir de vitrine sur l'avenue. Donner l'illusion d'un magasin réservé aux seuls connaisseurs. Mais c'est juste une autre façon de se faire remarquer. La belle entrée mène en fait à la boutique d'une chaîne de mode new-yorkaise. Aujourd'hui, c'est un nouveau type de magasin qui domine l'avenue. C'est un modèle apparu d'abord à Times Square, à New York. C'est ce qu'on appelle les flagship stores. Flagship, c'est le vaisseau qui porte le drapeau de la flotte. De même, ces magasins portent dans les espaces mondialisés le drapeau de leur marque. Mais comme avec le selfie, tout le monde en profite. Les flagship stores renforcent le prestige de l'hyperlieu, et l'hyperlieu, en retour, accroît le pouvoir d'attraction des marques globalisées. Il s'agit moins de vendre que d'être là, d'occuper une place symbolique. La vitrine ne sert plus à exposer la marchandise, mais à projeter des ambiances, des univers incarnant la marque à grands coups d'effets visuels. Les images se superposent, les échelles se brouillent, comme dans un grand jeu virtuel où la marchandise réelle ne joue plus que les seconds rôles. Coexistence entre l'espace local et l'espace global. Devant la vitrine du flagship, les attractions plus artisanales profitent de leur prestige, comme ces voitures de luxe qui attendent le badaud dans une rue adjacente. Elles sont louées à la demi-heure, le temps d'un selfie. « 50 mètres à peine séparent le petit îlot improvisé pour les selfies du grand sanctuaire national, le tombeau du soldat inconnu. Cette juxtaposition d'échelles différentes est une autre caractéristique des hyperlieux. C'est ce que j'appelle l'hyperscalarité. Avant la mondialisation, le système des échelles était hiérarchique et fonctionnait à l'image des poupées russes. Tout était emboîté. On allait du plus grand, la planète, au plus petit, en passant par le continent, le pays, la région, la commune, le quartier, jusqu'à la résidence individuelle. Dans les hyperlieux globalisés, on retrouve bien toutes ces échelles, mais elles ne sont plus rangées de la même manière. Elles coexistent dans le désordre. Et ce qui est vrai pour l'espace l'est aussi pour les fonctions, les activités, les gens. L'Arc de Triomphe est devenu tellement emblématique qu'il se prête à toutes les transformations. Ainsi, cette version postmoderne de l'arc emballé, imaginée par les artistes Christo et Jeanne-Claude. L'arc réinventé, étrange, éphémère, et pourtant parfaitement reconnaissable. La banalité fait aussi partie du jeu. Seul compte le fait d'avoir été là. On flâne sur l'avenue sans même prêter attention aux vitrines. C'est le plaisir d'être ensemble, de partager cet espace avec d'autres.
Souvent, quand on dit les Champs-Élysées, on ne pense en fait qu'à une partie de l'avenue, la partie haute. On en laisse de côté un grand tiers. On oublie tout le bas de l'avenue, et pour cause, on est dans un autre monde. Peu de gens l'associent aux Champs-Élysées. Pour la plupart d'entre eux, les champs s'arrêtent là où s'arrêtent les immeubles et les commerces. Au-delà, c'est un des lieux les moins connus de Paris. Un immense jardin entourant 2 grands espaces d'exposition et un théâtre, rappelant l'ancienne vocation de l'avenue. Car pour les Parisiens du XIXe siècle, les Champs-Élysées, c'était peu de constructions et beaucoup de jardins où ils allaient se montrer, flâner, se divertir. Ce périmètre est aujourd'hui déserté des Parisiens comme des touristes. Ces jardins rescapés sont méconnus et peu fréquentés. Ce sont pourtant 27 hectares d'espace vert en plein Paris qui en manquent tant. Un hypervide en miroir de l'hyperlieu. Voici les mêmes jardins, tels qu'ils seront peut-être en 2030 selon les urbanistes chargés de réhabiliter les Champs-Élysées et les sortir de la crise qui les frappe. Car les champs n'attirent plus autant de consommateurs. D'autres lieux parisiens et d'autres hyperlieux mondiaux les concurrencent. Les propriétaires des immeubles et des commerces, comme la mairie, souhaitent inverser la tendance. On veut redynamiser l'hyperlieu, en refaire un phare de Paris, retrouver l'équilibre entre la ville qu'on visite, la ville qu'on vit et la ville qui respire. C'est le sens du projet de l'agence d'architecture PCA, qui part de la mise en valeur de ces jardins délaissés pour réaménager toute l'avenue et prévoit de réduire les flux automobiles et de créer de nouveaux espaces piétons et cyclistes. Mais est-ce vraiment suffisant ? La pandémie de Covid-19 a frappé les Champs-Élysées comme tous les autres hyperlieux. En quelques semaines, ils ont été paralysés, privés de leurs visiteurs, de leur commerce, de leur animation. Ce n'étaient plus que des scènes vides, comme les vestiges d'un monde qui a fait son temps. Ce monde, c'est le nôtre, celui de l'Anthropocène. Un mot nouveau qui a été inventé pour souligner l'importance de l'impact des activités humaines sur la planète Terre. L'époque de l'Anthropocène, c'est celle qui voit l'être humain, avec ses villes, ses industries, ses technologies, devenir une sorte de force de la nature qui menace aujourd'hui l'habitabilité de la planète bien plus que les tsunamis et les tremblements de terre. Et oui, c'est bien notre manière d'habiter la Terre qui est problématique, car elle consomme trop de ressources et émet trop de gaz à effet de serre. Cette manière d'habiter peu soutenable dont les hyperlieux sont une parfaite illustration. Les Champs-Élysées, dans leur complexité même, sont un concentré de cette nouvelle époque. Un espace où l'on peut observer en direct la puissance et la fragilité de la mondialisation. Mais aussi un laboratoire où l'on doit imaginer comment affronter les crises actuelles et réinventer nos façons d'organiser et de vivre la ville.